Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Santé. Comme chaque jeudi, vous le savez, on s'intéresse à un thème de santé. Vous connaissez tous, je l'espère, Movember, un mois de sensibilisation au cancer de la prostate, une communauté qui existe depuis 2003. Le principe, se laisser pousser la moustache, messieurs. Tout au long du mois de novembre, l'idée est aussi de se pencher et d'alerter sur la santé mentale masculine. Pourquoi ? Eh bien, on en parle avec notre invité ce soir, Karl Walter, psychiatre au CHU de Lille et porte-parole justement du mouvement. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de la santé mentale masculine. On commence justement avec quelques chiffres. Des chiffres intéressants, 60 hommes se suicident chaque heure dans le monde et 29% des hommes ont déclaré que leur santé mentale s'était détériorée au cours de ces derniers mois. On va revenir sur le pourquoi dans un instant. Le mois de Movember donc permet de s'intéresser, je le disais, au cancer de l'homme chaque année, de briser les tabous, mais la santé mentale masculine. Pourquoi ce thème-là ? Pourquoi c'est important de s'y intéresser ? Alors pourquoi c'est important ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il existe énormément de stéréotypes autour de la question de la santé mentale. On sait encore aujourd'hui que c'est compliqué pour les individus en général de parler de santé mentale. Il y a énormément d'idées reçues autour de cette question. Comme quoi, par exemple L'idée que les psychiatres c'est pour les fous, par exemple, et que le fou est quelqu'un de différent, est quelqu'un d'anormal, est quelqu'un de dangereux potentiellement. Donc forcément, on n'a pas envie d'être différent, on n'a pas envie d'être à la marge. Il y a ces idées-là encore. Il y a énormément d'idées reçues autour d'un certain nombre de troubles psychiatriques, comme la schizophrénie, la dépression. Beaucoup d'idées reçues aussi sur les traitements, sur les antidépresseurs, les neuroleptiques. Donc il y a d'une part effectivement ces écueils autour de la santé mentale, et ensuite on sait aussi qu'il y a un certain nombre de stéréotypes propres à la masculinité, oui. Tels que par exemple un homme, ça doit être fort. C'est ce que j'allais dire. Pour un homme, voilà. C'est encore plus compliqué. Exactement. D'aborder ce thème de santé mentale. Tout à fait. Voilà, parce que encore une fois, il y a des stéréotypes autour de. Il ne doit pas flancher en fait. Exactement. L'homme, voilà. Le papa. Un homme, ça doit être fort. Un homme, ça doit tenir bon dans la tempête. Un homme, c'est capable de régler tout seul ses problèmes. Ça n'a pas besoin d'aide. Ça ne pleure pas. Ça ne craque pas. Et en conséquence, vous avez donc ces deux grands types de stéréotypes. D'une part, donc des stéréotypes liés à la santé mentale et les stéréotypes propres à la masculinité qui viennent s'affronter et qui rendent encore effectivement plus délicat la possibilité pour les hommes, en tout cas la détermination pour les hommes d'aller se faire aider lorsque ça va moins bien et lorsqu'effectivement un sentiment de détresse apparaît. Alors on l'a vu parce que les chiffres sont quand même assez importants. On l'a vu, 29% des hommes qui déclarent justement que leur santé mentale est un petit peu en déclin ces derniers mois. Bon, clairement c'est la crise sanitaire, c'est les confinements, les conséquences sur la vie sociale, professionnelle. Alors, je me trompe il est important en santé mentale, et en particulier sur la question du suicide, mais en santé mentale d'une façon générale, de toujours retenir l'idée qu'il y a une multitude de facteurs qui sont impliqués dans la détresse psychique et dans la souffrance. Maintenant, il est vrai que la période que nous vivons est une période particulière. Anxiogène. Anxiogène, qui peut amener effectivement un certain nombre de questions, un certain nombre de réflexions, et qui peut parfois effectivement renforcer une certaine souffrance, mais il ne faut pas limiter cette détresse psychique et ce renforcement effectivement de la détresse d'un certain nombre d'hommes uniquement à la question de la crise sanitaire. Il y a encore une fois une multitude de facteurs qui interviennent. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et des facteurs de différentes natures qui associés entre eux peuvent effectivement favoriser la détresse. Maintenant, il est vrai encore une fois que vous suivez quel genre de patients justement au CHU de Lille? Alors il y a les femmes évidemment, mais on le rappelle, vous êtes porte-parole du mouvement Movember, donc c'est important pour vous d'en parler. Quels sont les types de profils qui se présentent à vous dans les nouveaux patients peut-être? Moi je travaille aux urgences, donc j'ai envie de vous dire que j'ai un peu tout type de profil. Maintenant en général, les gens qui consultent aux urgences, c'est des gens qui effectivement arrivent déjà un petit peu au bout du rouleau, qui sont effectivement en grande détresse et qui ont besoin d'aide tout de suite maintenant à cet instant-là. On sait ensuite effectivement que chez les hommes il y a un certain nombre de conduites à risque et de traits de caractère qui font qu'effectivement les hommes peuvent être plus vulnérables, notamment sur la question du suicide. On sait que les hommes ont tendance à être un peu plus agressifs, un peu plus impulsifs aussi. Ils passent à l'acte entre guillemets plus facilement que les femmes. Encore une fois, je pense qu'il faut éviter de caricaturer. Maintenant, ce qui est vrai effectivement concernant la question du suicide, c'est qu'aujourd'hui en France, on a 3 fois plus de décès par suicide chez les hommes que chez les femmes. C'est une réalité. Encore une fois, c'est quand même parlant comme chiffre. Tout à fait. C'est parlant. C'est une différence qui est significative. Encore une fois, il
il n'y a pas une seule explication à cela, mais effectivement, on retrouve un certain nombre de facteurs de risque plus marqués chez les hommes que chez les femmes qui peuvent expliquer ces chiffres. Encore une fois, le fait effectivement que les hommes ont tendance à être, d'une façon générale, encore une fois, il ne faut pas non plus verser dans la caricature, mais ont tendance à être plus agressifs, plus impulsifs, consomment aussi plus de toxiques. On retrouve aussi davantage d'hommes dans des professions qui sont plus touchées par le suicide, comme les forces de l'ordre ou encore les agriculteurs. Donc c'est finalement tous ces éléments qui peuvent expliquer cela. On a une question intéressante d'un téléspectateur, Jonathan de Calais, qui se demande comment faire la différence entre un gros coup de blues et une réelle souffrance, j'imagine, à plus long terme. Effectivement, c'est une question qui est extrêmement intéressante et qui est même essentielle. À traverser un coup de blues à un moment donné, aller un petit peu moins bien, j'ai envie de vous dire, ça fait partie de la vie. On est des êtres humains, ça fait partie de la vie d'avoir des périodes où ça va bien et des périodes où ça va moins bien. Maintenant, là où il faut effectivement s'inquiéter, c'est lorsque cette souffrance entrave notre fonctionnement au quotidien, c'est-à-dire que lorsqu'on est triste tous les jours, lorsqu'on a du mal à éprouver des émotions positives tous les jours, telles que du plaisir, de la joie, de l'amour pour ses proches, quand on dort moins bien, quand on mange moins bien, quand on est obligé de consommer davantage d'alcool, de médicaments ou de toxiques pour se sentir apaisé. Et surtout, lorsqu'on exprime des idées suicidaires, qui est le signe d'alerte le plus important, si j'ose dire, là, effectivement, tous ces symptômes traduisent une souffrance réelle, significative, qui doit amener la personne à consulter rapidement un professionnel de santé et, si possible, effectivement, un psychiatre. Et quels sont justement les dispositifs immédiats pour les personnes qui ont besoin de parler, d'être écoutées? Alors moi, il y a un certain nombre de dispositifs effectivement qui existent. L'un de ceux qui me paraît essentiel effectivement de citer, qui a vu le jour il y a tout juste 2 mois, le 1er octobre, et qui est une ressource précieuse pour les gens notamment qui ont des idées suicidaires. Le numéro d'écoute. 3114, voilà, le numéro national de prévention du suicide, qui est vraiment un outil essentiel et qui permet de sauver des vies, qui a déjà sauvé des vies. Il est basé à Lille justement, pour la région Hauts-de-France, pour la région Île-de-France aussi. Alors c'est un projet qui est porté effectivement par le CHU de Lille. C'est un téléphone ensuite qui est national, c'est-à-dire qui couvre tout le territoire français, aussi bien métropolitain qu'au niveau des dom-toms, qui est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et qui est destiné aux personnes qui ont des idées suicidaires, mais aussi, et c'est important de le préciser, à l'entourage de personnes qui ont des idées suicidaires. C'est-à-dire que si vous avez dans votre entourage des gens qui vous inquiètent, des gens que vous craignez de voir passer à l'acte, vous pouvez appeler ce numéro pour ces personnes. Et quel bilan justement au bout de 2 mois? Beaucoup d'appels? Énormément d'appels tous les jours et la nuit aussi. On voit que beaucoup de personnes se sont déjà saisies de ce numéro, ce qui est très bien. On sent vraiment que c'était quelque chose qui manquait jusqu'à présent. Et est-ce que ça vient désengorger là où vous travaillez justement les urgences et le 15? Alors ça vient effectivement désengorger le SAMU en effet, parce que ça permet de réaliser un premier tri. On sait que le SAMU reçoit parfois des appels de personnes suicidaires et nous rebascule effectivement sur ce numéro des appels qui concernent ces problématiques. Et effectivement, ça permet donc de se concentrer vraiment sur cette prévention et parfois d'amener des gens qui sont vraiment à risque de passer à l'acte, de les amener tout de suite vers le soin, de faire donc du coup intervenir le SAMU chez ces gens-là lorsque c'est nécessaire, et encore une fois donc de sauver des vies. Et vous, en tant que psychiatre, vous êtes là pour déterminer, j'imagine, un diagnostic? Est-ce qu'il y a besoin d'un traitement médicamenteux ou pas? Alors, il y a plusieurs temps. C'est quoi votre priorité? Dans la psychiatrie, il y a plusieurs temps. Déjà, dans le temps de l'urgence, la priorité, c'est déjà d'apaiser la personne, de pouvoir aussi, si j'ose dire, parler son langage, d'essayer de la comprendre, de l'écouter, de lui permettre d'exprimer ses émotions. Une personne qui est en crise suicidaire, une personne qui est dans un état de détresse, une personne qui est souvent submergée par ses émotions, qui n'arrive plus à penser de façon lucide, et donc il est important de pouvoir lui permettre d'exprimer ses émotions, voilà, et de ramener un petit peu de calme pour qu'elle puisse ensuite réfléchir effectivement sur ces problématiques. Et ensuite, en fonction, on peut parfois effectivement proposer une hospitalisation, parfois un suivi. Mais ce sont des choses qui se définissent aussi en fonction effectivement de l'évaluation que nous faisons à l'instant T aux urgences. Difficile d'en dire beaucoup plus évidemment en quelques minutes ici. Merci beaucoup en tout cas Karl Walter d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous pour la suite du magazine et de l'actualité. L'actualité Covid, vous le savez, l'épidémie connaît un rebond important en cette fin d'année. La situation s'aggrave très nettement et rapidement, disait hier le gouvernement. Alors comment ça se passe chez nous dans la région? Actuellement, le taux d'incidence est de 384 dans le nord pour 100 000 habitants. On est sur une ascension similaire à celle de la deuxième vague l'an dernier en octobre 2020. Si le rythme de contamination ne diminue pas, on risque fortement de dépasser la troisième vague de mars dernier dans les tout prochains jours dans le Pas-de-Calais. Vous le voyez, la
situation est un petit peu moins forte. Le taux d'incidence actuel est de 286 cas pour 100 000 habitants. Alors, quelle incidence sur les hospitalisations? Puisque c'est ça qui nous intéresse, évidemment, la pression hospitalière. Eh bien, pas d'explosion selon les chiffres de Santé publique France. Actuellement, un petit peu plus de 413 personnes sont hospitalisées dans le Nord contre plus de 1500 lors du pic de la 3e vague. On le voit sur cette courbe qui compare le taux d'incidence en vert et les hospitalisations en rouge. Les admissions à l'hôpital ne suivent pas donc les contaminations comme précédemment, comme on a pu le voir donc précédemment. Et c'est grâce à la vaccination, vous confirmez, si je peux vous appeler docteur, du coup. Bien sûr, bien la sûr. Vaccination qui empêche. Comment ça se passe au CHU en ce moment? La vaccination est un outil essentiel et précieux, effectivement, dans la lutte contre cette épidémie. On sait que la vaccination n'est pas à 100% efficace contre la contraction du virus. Par contre, elle est extrêmement efficace contre effectivement les formes graves qui engorgent les hôpitaux. Bien évidemment que le taux de vaccination élevé en France permet sans doute aujourd'hui d'expliquer que pour l'instant ça ne flambe pas au niveau hospitalier. Maintenant, moi qui travaille aux urgences, on se rend compte quand même que malheureusement ça commence à revenir un petit peu. Les cas de Covid reviennent Les cas de Covid effectivement commencent à revenir et ça montre bien l'importance en effet d'effectuer des rappels vaccinaux. L'hôpital qui va résister à cette 5e vague, vous pensez, vous l'espérez? En tout cas, l'ensemble des acteurs de santé et l'ensemble des acteurs de l'hôpital, évidemment, sont mobilisés pour faire en sorte que, évidemment, pour faire en sorte que ça puisse se passer le mieux possible, comme pour les vagues précédentes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Demain, on se retrouve pour parler culture avec notre magazine Top Sortie. Lucie sera en plateau avec nous pour nous présenter son livre, Elle est lilloise.